Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs choses à vous dire, notamment libre. On va parler un peu de littérature, chers amis, j'espère que vous aimerez ça. Un petit chouïa de politique, et je voulais combler un petit vide, puisque c'est un peu dimanche, etc. Les gens n'ont trop rien à faire, et comme la nature a horreur du vide, je vais essayer de remplir modestement ce vide, en parlant un petit peu d'actualité et de livres, certainement. Alors, au moment où ça fanfaronne partout, où vous savez, le scribouillard collabo, n'est-ce pas, sous la tutelle, sous la férule de son maître, n'est-ce pas, Bernard-Henri Lévy, qui vient de se faire taclé par monsieur Kaïs, le président tunisien, Atik Saha Yassir Raïs, comme on dit, d'avoir fait condamner le pseudo-philosophe Bernard-Henri Lévy à 33 ans de prison pour son jeu malsain, pour la scélératesse de ses prises de position avec Sarkozy et plein d'autres, dans le bouleversement de l'Afrique du Nord, de la géopolitique de l'Afrique du Nord, concernant la destruction et la mort de plusieurs milliers de Libyens, et en même temps de déstabiliser une partie d'Afrique du Nord, notamment la Tunisie. Alors, 33 ans de prison, on en reparlera, certainement que la presse va verser des grosses larmes de crocodile, etc. Mais revenons donc à celui qui est un petit peu le toutou, le chien fidèle de Bernard-Henri Lévy, à savoir Kamel Daoud, qui se prend vraiment pour une espèce de Victor Hugo, une espèce de Mohamed Dib, une espèce de Mouloud Pharaoun. Non, zéro, rien de tout cela. Juste un petit arc jaune, un petit chien qui suit son maître, Bernard-Henri Lévy, et qui écrit régulièrement quelques proses de réflexion, se prenant pour une espèce de Einstein de la pensée, qui écrit à la fin du pitoyable magazine que certains taxent de torchon, autrement dit le magazine Le Point, légèrement islamophobe, et dans lequel il écrit quelques articles se prenant pour le centre de l'univers, pour se prenant pour sorti de la cuisse de Jupiter. Il est sorti de la cuisse de nulle part et il retournera au néant plus tard, le néant des écrivains. Alors, il a sorti un livre en disant genre, je vous préviens avant qu'il soit trop tard. Vous savez, une suite d'articles qui se prend effectivement pour l'alpha et l'oméga de la pensée, toujours sur l'islam, le retard du Maghreb, des pays arabes, de l'Algérie, après avoir bien mangé miam dans la main des autorités algériennes dans les années 80 et 90. Voici celui qui se retourne fort de son prix Goncourt, qui est un vol, n'est-ce pas, de l'histoire et un viol de la vie, Madame Saaden. Le voici, le croyant, se croit revenir et avoir cette autorité, puisqu'il est invité un petit peu comme des huîtres, comme des moules, comme du pain, comme ça, à la table des penseurs français, et voir à faire son grand cinéma. Vous parlez de livres, laissons tomber celui-là. Le Sifawi aussi, le voleur, n'est-ce pas, celui qui a pris 300 000 euros au fond Marianne en donnant 9 photocopies. Eh bien, oubliez, ce monsieur, paraît-il, fait un retour sur TikTok pour défendre qui? Un voyou de son espèce, un certain Amir DZ. Alors, je connais pas trop cet uluberlu. Visiblement, il ne brille pas par sa pensée, mais plutôt par la bassesse de ses propos, la virulence de ses propos, et il brille aussi par la protection dont il jouit, comme jouissent certains collabos, certains sous-fifres de la Hezb França, n'est-ce pas? Comme en jouit certains gros escrocs, comme Sansal qui a joué le double dieu, etc. Un peu comme aussi Abdesalem Bouchouareb. J'ai entendu parler aussi de Ramdan Amamran aussi, qui aurait été aussi des complicités, les accointances, n'est-ce pas, avec les hautes sphères de la politique française, n'est-ce pas? Ajoutons à cela un certain Shakib Khalil. Tout ça est issu du bouteflikisme, qui a un peu tout laissé tomber, qui pardonnait les dettes et qui donnait de l'oseille un peu partout, et qui ne voyait rien. Alors franchement, je me demande où sont nos services secrets, au point où on a eu un DRS, un certain Saadani, je crois, qui était un joueur de Derboka. Moi, j'aime beaucoup la Derboka, j'aime le rythme, mais mettre un type justement à jouer de la Derboka à ce niveau-là de responsabilité, c'est vous dire si c'était le foutoir au niveau de la Moradia du temps de Bouteflika, et même peut-être un peu avant. Bref,
Revenons au livre. En 59, un livre formidable va sortir qui s'appelle « Je t'offrirai une gazelle ». Cet auteur a été oublié. Je vous prie de vouloir retrouver ce livre. Il s'appelle Malek Haddad. Il nous a quittés très très jeune. Il écrit ce livre en 59. Alors, je vais vous faire le chip, comme on dit, le pitch de l'histoire. Malek Haddad raconte en fait son amour du pays. C'est en 59. Hein, le pays est sous la brutalité, la férule du colonialisme. Et alors, il essaie sa passion de l'Algérie et comment la libérer va venir en se libérant lui-même par l'écriture. Alors c'est l'histoire d'un certain Moulay qui se retrouve en plein désert et là il rencontre Yaminata. Yaminata, c'est une Touareg dont il tombe follement amoureux, mais Yaminata, c'est un petit peu la métaphore de la liberté, de la beauté, peut-être du désert, etc. Mais Yaminata ne suffit pas à satisfaire son envie de libération de son pays. Et il va abandonner Aminata parce qu'en fait, pour lui, la gazelle est le symbole de la liberté. C'est pour ça que ça s'appelle « Je t'offrirai une gazelle ». Et pour lui, le summum de la liberté, c'est de libérer concrètement son pays, autrement l'Algérie. Et il va y quitter cet amour, Yaminata, pour se donner entièrement à l'Algérie. C'est un livre sur le patriotisme, mais avec une écriture, un raffinement, beaucoup de modestie et beaucoup de pudeur. On est loin, chers amis, des ringards, des sansalites et des daoudismes, etc., qui, eux, crapahutent dans les bacs à sable de la France-Afrique. Alors continuons un petit peu dans la littérature en 59, juste avant d'ailleurs, 2 ans auparavant, la merveilleuse Assia Djebar, qui a à peine 18 ans, un peu l'âge de François Sagan. François Sagan qui en 58-57 va sortir son livre qui va être mondialement connu, Tristesse. Eh bien en 57, à la même année, il y a un livre qui sort de cette petite Algérienne qui a 18 ans, à la grande Assia Djebar qui est devenue académicienne. Elle va sortir son livre La Soif, qui est un livre finement psychologique, mais réellement entre la jalousie, l'amour, femme, homme, couple, tromperie, des choses très subtiles. Elle a que 18 ans et ce livre est déjà d'une maturité assez incroyable. C'est en 57. Alors, comme on est un petit peu dans la tentative d'érudition, entre parenthèses, littéraire, j'aimerais signaler un homme dont d'ailleurs je vais vous mettre en lien une vidéo qui est sortie d'un certain Daniel Vérin. Daniel Vérin est un instituteur français qui va dans l'Algérie et qui en 54 va prendre fait et cause, mais totalement, corps et âme, au point il va se convertir à l'islam, il va apprendre l'algérien et qui va devenir un combattant, pas simplement du FLN, mais dans l'ALN. Il va rentrer dans l'ALN, Daniel Vérin. Il sera d'abord instituteur dans l'Ouarseni, du côté de Jebel Hannen, je crois, qui s'appelait auparavant Molière. Pour un homme d'écriture, pour un instituteur habiter la ville de Molière, c'est quand même assez original. Et ce Daniel Vérin va se donner corps et âme. Il se fera appeler Daniel Ali, ou Ali Daniel. Et je vous mettrai le lien parce que c'est un documentaire merveilleux d'une autre femme extraordinaire dont il faut lire les livres. Elle s'appelle Malika Rahal, qui a écrit un livre d'ailleurs sur les révolutions algériennes et 62, magnifique livre. Elle écrira un livre aussi sur un grand homme, un grand patriote algérien qui s'appelait Ali Boumendjen, un des premiers avocats de l'Algérie qui sera défenestré à Alger par l'OAS. On a perdu un grand homme qui avait participé d'ailleurs aussi aux accords et à la discussion autour des accords d'Évian. Ali Boumendjen, dont Malika Haddad a écrit l'existence. Voilà, des livres, il y en a plein. Quand je parle de Daniel Ali, c'est un instituteur dont vous retrouverez les liens en description. Je dois penser à Daniel Timsit. Daniel Timsit est un peu connu. Et je rejoins ce que disait Navarro, autrement dit, le Daniel Navarro, Roger Hanin, qui disait comment l'Algérie avait conservé intacte la communauté juive et qu'on ne pouvait pas nous taxer d'être contre quoi que ce soit. La tolérance, l'ouverture antique de l'Algérie jusqu'à celle d'aujourd'hui n'a jamais été contre ceux qui venaient, qui étaient chez elle, qui étaient des Algériens, quelle que soit leur religion. Eh bien, Daniel Timsit, qui était un juif d'Algérie, va être un des plus brillants artificiers du FLN. Il va contribuer et travailler pour la libération d'Algérie. Il va le payer au prix de sa vie, Daniel Timsit. Je donne comme ça quelques références pour qu'on ait un peu une espèce de canevas un petit peu de ce que fut l'Algérie de cette époque-là. Je dis ça pour, j'ai envie de démentir toute l'algérianophobie qui existe en ce moment. Je me reviens à l'oreille des corrompus, des mises en examen, comme Ciotti qui parle d'Algérie comme étant un régime voyou, carrément. Bon, alors je voulais mettre ça en référence avec des grands noms, comme Daniel Ali qui fait un grand homme
Daniel Timsit, évidemment aussi, je pourrais en citer plein aussi, qui ont aussi participé à l'indépendance de l'Algérie, qui ont pris fait et cause pour l'Algérie. Alors, je vais conclure cette vidéo. J'ai cru voir comme ça sur les réseaux quelques images de certains, on va dire collabos. Il y a des innocents, il y en a qui suivent sans trop savoir ce qu'est le MAC, cette espèce de petite mafia qui, selon Salim Laibi, serait rétribuée, serait subventionnée le MAC à hauteur de 200 000 € par le Marzen marocain. 200 000 €. Est-ce que c'est ça être algérien? Est-ce que c'est ça être amazir, berbère, indépendantiste, que de se faire payer, tarifer par par des gens qui veulent pas forcément du bien, voilà, qui sont en rivalité? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est ça, avoir du respect, avoir le sens de l'honneur? Je sais pas. Semble-t-il que le MAC, qui représente rien, hein, certains disent que les Algériens devraient manifester plus bruyamment pour dénoncer le MAC. Non, 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 non. Le MAC ne représente rien. Ne lui donnons pas trop d'importance, mais ne lâchons rien non plus de ce qu'il fait. Il paraît qu'il s'est exilé à Paris. À Paris, ils ont défilé quelques-uns. Ils se sont réunis. Une poignée d'excités, manipulés, dirigés par des dirigeants eux-mêmes manipulés et subventionnés. Ils ont défilé à Paris. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, je leur propose de défiler pour qu'ils soient plus visibles des défilés dans le défilé de la Gay Pride. C'est à peu près leur place pour certains. Bref, on laisse tomber un petit peu ces causeurs de troubles, ceux qui prétendent avoir le pouvoir, mais à condition de toucher du pognon. Eh bien, pour vous renvoyer donc au livre, chers amis. Juste avant de conclure, chers amis, je disais, je voulais faire court, mais c'est un peu long, excusez-moi. Je voulais quand même vous citer des grands Français qui ont été pour l'Algérie et que ce sont des Français comme ça qu'on aime, un peu comme Daniel Ali, autrement dit Daniel Vérin, dont je parlais en début de vidéo. C'est cette France-là qu'on retrouve nulle part, hein. Dans l'oligarchie et le haute sphère de la politique française aujourd'hui, ils sont, on va dire, des Français de papier, mais pas de cœur, mais pas de raisonnement, mais pas d'ambition. Ils travaillent un petit peu pour l'étranger. On va dire, nous, on a Hezb France, eux, ils ont Hezb America, ou alors Hezb Netanyahou, on sait pas trop quoi, il y a quelque chose, il y a un petit schlaouche. Eh bien, citer des grands Français comme Daniel Ali, Daniel Vérin, citer René Vauthier, le cinéaste qui a voué sa vie par le cinéma en prenant des risques physiques, en étant au cœur même de la résistance de l'armée nationale de libération. René Vauthier, retenez son nom, évidemment Maurice Audin aussi qui donnera son existence, et plein d'autres que j'ai cités ça et là, l'auteur aussi de La Question, qui a été aussi journaliste en Algérie, à Alger républicain, bien entendu. Et juste pour conclure et pour sourire, ces grands républicains qui donnent des leçons au monde entier auraient tendance à transformer la France en république bananière, puisqu'on apprend que, enfin, on le savait un peu, que vous connaissez l'expression les chocolats du Sénat. Les chocolats du Sénat, c'est pas parce que c'est Pâques qu'on offre des œufs en chocolat. Tiens, de là, ce qu'on accuse d'ailleurs les musulmans d'avoir fait créer une espèce de restrictions, de mainmise sur les œufs en chocolat, il n'y a pas loin, puisque nous aurions été les responsables du manque ou alors de la restriction d'œufs pendant le Ramadan. On consommait trop d'œufs avec les boleks, etc. De là, ce qu'on nous accuse aussi d'avoir fait la même chose avec les œufs en chocolat, on ne sait jamais. De là, ce qu'on nous accuse même de la mort du pape, paix à son âme, il n'y a pas loin. Bref, les chocolats du Sénat, eh bien, c'est une tradition à recevoir quoi ? 4 000 € en espèces de main à main, sans aucune raison. Et ils sont 117 apparemment députés à recevoir cet argent. Un peu, ça fait un petit peu genre... ça fait un peu ripouillard quand même derrière de tout cet argent sans déclarer, avec lesquels ils ont pu acheter des burlins, conserver leur agence, acheter des bureaux. Eh bien, pendant des années, ils ont perçu ça. Ils étaient 140, nous dit-on, et dans le lot, eh bien, il y a quelqu'un qui est très fâché avec l'Algérie, qui est en froid avec l'Algérie, et qui récidive en permanence, qui réitère en permanence. Qui c'est ce monsieur qui palpait aussi depuis des années, qui a palpé pendant des années ces chocolats du Sénat? Eh bien, c'est monsieur Rotaillot. Oui, Rotaillot himself. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci infiniment. Commentez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt et mille merci.